Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances, pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Pour ma part, j'en ai eu, et ce fut plutôt plaisant, il faut bien le reconnaître. Alors, on oppose souvent, et moi le premier d'ailleurs, les campagnes de type bac à sable avec les campagnes que l'on pourrait qualifier de narratives. Alors, dans les grandes lignes, un bac à sable, c'est une campagne dont l'objectif premier est de proposer un monde vivant et de laisser les joueurs s'intéresser proactivement à des points d'intérêt dans la plus grande liberté possible. Là où une campagne plus narrative vise principalement à embarquer les joueurs dans une histoire linéaire et aux étapes plus ou moins prédéterminées en se concentrant sur la manière dont ils choisiront de réagir aux événements qui rythmeront la partie. En tout cas, c'est à peu près les définitions qu'on entend dans le cadre de cette opposition. Opposition dont j'ai pu discuter il y a quelques mois maintenant avec Hugo de la chaîne Le Bon MJ, au cours d'une conversation dont je vous mets le lien en description. Au cours de cet échange, on était tombé d'accord sur le fait que le type de campagne que l'on aime pratiquer se situe plutôt sur un spectre, plutôt que clairement sur l'une de ces extrémités dont je viens de parler. Pourtant, quand on se penche sur ces deux extrêmes, eh bien l'une de ces extrêmes apparaît beaucoup plus intéressante et même beaucoup plus raisonnable que l'autre. Et c'est là que le bât blesse à mon avis. Qui, en se conformant à ces deux oppositions ainsi formulées, ne préférerait pas la campagne de type bac à sable? Qui ne veut pas être émergé dans un monde vivant avec une grande liberté de choix? Qui préfère suivre un simple couloir narratif, pour pas dire un vulgaire couloir narratif d'ailleurs? Peu de monde en réalité, au moins en théorie. Mais c'est là que, à mon sens, le spectre dont on parlait et dont on peut communément admettre l'existence est quelque peu biaisé, parce que l'une de ces extrémités est finalement plus extrême que l'autre, c'est-à-dire le couloir narratif. Et ça, eh bien ça pousse beaucoup de maîtres du jeu à ne pas se situer quelque part sur ce spectre, mais plutôt à embrasser complètement l'extrémité du bac à sable. Alors, qu'on s'entende, ce n'est pas intrinsèquement une mauvaise chose. Le problème, c'est quand c'est fait pour de mauvaises raisons. Tout est relatif bien sûr, par mauvaises raisons, mais ce que j'entends par là, c'est que beaucoup pensent que pour proposer une grande liberté aux joueurs et les immerger dans un monde vivant, il faut impérativement se départir de tous les recours propres aux campagnes plus narratives. Et c'est ainsi que, de mon point de vue, on se retrouve souvent avec des campagnes bac à sable qui manquent de caractère, qui manquent de ce que j'appellerais la force vive. Bref, qui ne remplissent pas la devise qui est la mienne sur cette chaîne et que vous connaissez sans doute maintenant, qui est de proposer des histoires et des expériences personnelles et viscérales. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne cherche pas ici à faire autre chose que poser le contexte du véritable objectif de cette vidéo, qui n'est pas de rentrer dans une plaidoirie contre le bac à sable, dont les objectifs sont parfaitement louables, au point que ces objectifs font partie des piliers du type de campagne que j'aime mener. Simplement, ces piliers ne sont pas seuls dans les campagnes que je mène, et je voudrais aujourd'hui vous parler des éléments fondamentaux qui sont constitutifs du type de campagne qu'il me plaît de mener de manière générale. Non pas pour ériger ce type de campagne en choix supérieur, mais simplement pour partager une vision qui pourrait vous aider à vous positionner sur votre point précis du spectre entre campagne à couloir narratif et bac à sable, sans forcément tomber dans une caricature pour les mauvaises raisons. Et peut-être que ça vous aidera tout simplement à confirmer ce que vous faites déjà, ça me va également. Cette vidéo ne sera pas non plus un guide technique pour construire une de ces campagnes-là, mais plutôt une explication poussée de leurs fondamentaux, qui mettra, je l'espère, en exergue la manière dont je m'efforce de conjuguer justement les vertus bien réelles du bac à sable avec les vertus tout aussi réelles des campagnes narratives, pour donner des campagnes que je me plais à qualifier de campagnes narratives ouvertes à caractère personnel et viscéral. Alors bien sûr, vous allez reconnaître plein de choses que vous utilisez déjà ou dont vous avez déjà entendu parler, et je ne prétends pas inventer la roue avec chacun des éléments que je vais vous présenter, mais c'est leur assemblage qui aboutit au type de campagne que j'aime faire jouer et que je viens de nommer. Alors justement, parlons de ce nom, parce que ce qu'il y a dans ce nom que j'ai choisi résume ou constitue un fil rouge dans toute ma réflexion et ma démarche créative par rapport à ces campagnes. Campagne narrative ouverte à ressort personnel et viscéral, ou à caractère personnel et viscéral. Narrative parce que mes campagnes mettent un fort accent sur l'histoire avec un grand H. L'histoire au sens du mouvement, de l'évolution, de ce qui se passe.
Et tous les éléments de ma préparation dans ces campagnes-là sont générateurs de mouvement. En tout cas, ils sont construits avec l'idée que cela va générer du mouvement, de l'histoire. Ce n'est pas à confondre avec le fait de créer un script, de séquencer ou de prévoir ce qui va se passer. C'est pour ça que quand je parle de mettre l'histoire en priorité, même peut-être avant le monde, je ne parle pas de l'histoire qui va se dérouler tout simplement au sein de la partie autour de la table. Je sais que certains pensent comme ça, vous vous sentirez visé, je vous ai entendu en parler il n'y a pas longtemps, mais je parle vraiment des recours et de la création qui va être générateur d'histoire et de ce mouvement finalement. Ça, c'est l'aspect narratif. Campagne narrative ouverte néanmoins, parce que, comme pour le bac à sable, auquel je reconnais justement ses vertus, je souhaite moi-même proposer une grande liberté aux joueurs, sans couloir, sauf peut-être à certains moments de la campagne, parce que j'y reviendrai peut-être sur d'autres vidéos, ça peut être important aussi d'avoir des couloirs à certains moments, mais en tout cas dans la globalité, d'avoir une grande liberté pour les joueurs avec de nombreux choix, et justement cette liberté va permettre des choix variés, des choix de préférence cornéliens, j'en ai déjà parlé sur une de mes vidéos, je vais vous mettre le lien d'ailleurs en description sur cette vidéo spécifique sur les choix cornéliens, et surtout une liberté qui va permettre aux joueurs d'avoir un véritable impact sur le façonnement de la dite histoire, en tout cas précédemment mentionnée. Et cette fois, au sens chronologique du terme, cette histoire, au sens de ce qui va se passer réellement autour de la table, et ça, cette liberté va permettre justement aux joueurs d'avoir une influence très importante là-dessus, et donc je souhaite intégrer ça à mes campagnes, et le bac à sable le fait très bien puisque c'est l'un de ses piliers. Campagne personnelle et viscérale, ça c'est le saupoudrage, je n'irai pas jusqu'à dire c'est ma marque de fabrique, en tout cas c'est vraiment le petit plus. Et là où le bac à sable, justement, le bac à sable pur, propose des points d'intérêt qui visent essentiellement à intéresser le joueur, indépendamment des aspirations du personnage, moi je cherche à faire en sorte que les intérêts du personnage soient les mêmes que les intérêts du joueur. Pas forcément bien sûr pour les mêmes raisons, mais je veux qu'il y ait une sorte de rapprochement entre les deux, qui réduit la distance et qui donc va renforcer l'immersion dans la campagne. Pour du personnel et viscéral, il faut absolument qu'il y ait une immersion. Et je trouve que dans les bacs à sable purs, il y a justement une distance plus grande entre personnage et joueur parce que les points d'intérêt sont surtout là pour intéresser les joueurs. Voilà, il y a une tour hantée, ça peut être intéressant d'aller l'explorer, mais les personnages n'ont pas forcément une raison intrinsèque personnelle de s'intéresser à cela, et donc le joueur doit faire un effort pour trouver une raison à son personnage. Moi j'aime bien que les deux soient mélangés pour qu'ils ne fassent d'une certaine manière qu'un. Et ça va renforcer le personnel et le viscéral. Donc jusque-là, sur le papier, rien d'incroyable, mais c'était important de définir ces éléments du nom que je donne au type de mes campagnes, parce que, comme je l'ai dit, ça va constituer le fil rouge de tous les éléments dont je vais vous parler aujourd'hui. Ça va réellement les traverser. Je précise d'ailleurs que ces éléments seront abordés sans hiérarchie de priorité ou de classement. Ils peuvent tous être pris indépendamment, donc si vous voulez prélever et rejeter certaines choses, vous le pouvez bien entendu. Premier élément donc structurant, au-delà de ce qui se trouve dans le nom de ce type de campagne, j'ai déjà commencé un peu à l'aborder, c'est l'histoire avant le monde. Alors ça c'est peut-être une différence avec le bac à sable, mais il faut vraiment comprendre ce que j'entends par là et je vais essayer de développer. L'un des plus grands objectifs des campagnes bac à sable, objectif justement que je trouve tout à fait louable, c'est d'immerger les joueurs dans un monde vivant. Hugo le bon MJ en parle très bien dans ses vidéos, vraiment donner la sensation aux joueurs qu'ils évoluent dans un monde qui vit, qui existe, et qui peut même exister sans eux d'ailleurs. Et ça, c'est un principe que je m'efforce de respecter et d'avoir de manière vraiment tangible dans mes campagnes. C'est vraiment important pour moi, cet aspect immersion dans un monde vivant. Je cherche même à immerger les joueurs dans une esthétique plus même qu'un monde, mais ça va ensemble souvent. C'est un principe très intéressant donc du bac à sable. Pourtant, beaucoup de bacs à sable, encore une fois à mon goût, manquent de cette force vive de générateur d'histoire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on prévoit une histoire comme une caricature, c'est-à-dire avec des séquences dans l'approche narrative, lorsqu'on dit qu'on privilégie l'histoire avant le monde, mais ça veut dire que on va vraiment, ce qui va être le plus important avant même de construire le monde, ça va être d'avoir des générateurs d'histoire qui vont rendre le monde vivant. L'histoire avant le monde, ça signifie que l'objectif principal
des décisions créatives que je vais avoir dans mes campagnes, ça va être justement d'imaginer des générateurs potentiels d'histoire. Je ne crée pas juste un monde avec des gens, des factions, je réfléchis toujours à ce que ça pourra faire sur l'histoire, et une utilité narrative à tout ce que je crée. On me dirait que peut-être que dans le bac à sable, certains le font aussi, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas incompatible. Je compare vraiment avec le bac à sable pur, là c'est peut-être une différence qui va pourtant, dans le même sens, proposer un monde vivant. En d'autres termes, un monde vivant, ou plutôt un monde n'est vivant que grâce aux histoires qui s'y déroulent ou qui peuvent s'y dérouler. Pour vous prouver ça, je pourrais vous dire que dans mon monde personnel, mon monde maison, dans lequel je fais jouer la plupart de mes campagnes, avant même que je fasse jouer des campagnes, j'avais créé un univers avec des royaumes et tout ça, des conflits, dont je savais qu'ils pourraient générer des histoires. Je ne l'ai pas fait non plus à l'excès d'ailleurs, et mon univers n'a jamais été aussi vivant que depuis que j'y ai fait jouer 3 campagnes complètes. Preuve que les histoires qui se déroulent au sein d'un monde le rendent vivant, et c'est pour ça que je dis que l'histoire avant le monde. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas tant le fait qu'on va rejeter l'aspect monde vivant, c'est qu'en se concentrant sur les histoires ou les potentiels d'histoire, nous allons rendre le monde vivant. Ça paraît être théorique, mais à mon avis, c'est vraiment tangible et je vois la différence lorsque je suis moi-même joueur dans un type de campagne ou un autre. Lorsque je suis dans un pur bac à sable et que je vois un monde qui s'efforce d'être vivant, mais sans force vive, sans vecteur narratif, j'ai tendance à m'ennuyer globalement. En tout cas, ça c'est un goût personnel, d'où mon positionnement tel qu'il est sur ce fameux spectre qu'on a défini en introduction. Donc, un univers n'est vivant que parce qu'il est parcouru par des mouvements, et ces mouvements sont des histoires, ou au moins des propulseurs d'histoire. Un monde sans histoire, c'est un monde qui ne vit pas, justement. Et ça va être, encore une fois, l'un des fils conducteurs de ma démarche créative, et donc également de tous les autres éléments qui vont suivre et dont je vais parler désormais maintenant. Encore, je poursuis en tout cas la discussion. Je vais d'ailleurs enchaîner sur un élément qui est pour le coup très propre au bac à sable et que je pratique aussi parce qu'il est bien utile lorsque l'on veut proposer des campagnes cette fois ouvertes. C'est, et même un monde vivant d'ailleurs, c'est la préparation géographique et spatiale. Ça aussi, je me permets de citer Hugo le bon MJ parce que lui, de ce que j'ai compris dans sa manière de préparer, il a une approche très géographique spatiale, c'est-à-dire construire des zones, définir des cadres ou un cadre avec des lieux précis, leur écosystème, parfois même il va très loin là-dedans, et ça c'est vrai que c'est un type de préparation que j'utilise aussi. Mais je ne commence pas forcément d'ailleurs par ça, et ça va être la différence entre mon approche narrative et le pur bac à sable. En tout cas, c'est vraiment présent et très utile, parce que, en préparant plusieurs lieux, en préparant des zones, vous allez forcément élargir un cadre. Et si vous voulez proposer des campagnes ouvertes, c'est très compliqué lorsque vous avez un cadre extrêmement limité, ou que vous n'avez pas plusieurs lieux qui vont permettre aux joueurs d'avoir des déplacements non linéaires dans l'espace. Donc c'est vraiment important d'avoir des zones et ça peut aider. Ça permet aussi de créer d'ailleurs des PNJ marquants qui sont associés aux différents lieux. Maintenant, une différence peut-être justement avec une approche bac à sable, d'où l'aspect narratif. Je ne suis pas en train de dire que c'est mieux que le bac à sable, j'utilise le bac à sable comme support pour montrer quelles sont les différences et où s'intègre l'approche narrative dans ce type de campagne. La différence, c'est que en général, ma préparation géographique, de lieux, je n'ai pas besoin de tout préparer en amont. Dans le bac à sable, je trouve que c'est vraiment l'élément de préparation principal. La géographie, les lieux, tous les points d'intérêt, finalement, on construit le monde de sorte qu'il soit le plus vaste possible et que la liberté soit vraiment là. Moi, je ne fais pas vraiment ça comme ça. Je vais en général préparer cette géographie, cette spatialité, ces lieux, une session seulement à l'avance, voire 2 ou 3 si ça sert pendant plusieurs sessions. Je ne le choisis pas, c'est la force des choses qui fait que cette préparation me dure 2 ou 3 sessions. Je vais le faire justement, je vais construire cette géographie, cette spatialisation, ces lieux, en fonction des besoins de l'histoire. Où en sommes-nous de l'histoire à un instant T ? Et ça ne veut pas dire que c'est moi qui décide de l'histoire. Les agissements des joueurs, leurs choix, ont constitué une histoire, et c'est en fonction
de cette histoire et de où on en est, de ce à quoi elle va mener, que je vais construire ces éléments, cette spatialité, pour servir l'histoire qui va arriver. Si les joueurs ont décidé d'aller dans telle ville, qu'ils n'y sont pas allés, ils ont une intention d'aller parler à tel ou tel personnage, je vais devoir me pencher sur cette ville et commencer à en construire des détails qui permettront aux joueurs d'évoluer de manière libre et ouverte une fois qu'ils seront allés là-bas. Mais je ne me ferai pas cette préparation en amont, alors même que je ne sais pas justement s'ils iront en ces lieux. Vous voyez, c'est peut-être la différence. Ces lieux vont émerger et ces lieux ouverts émergeront au gré de l'histoire. Encore une preuve que chez moi, l'histoire prime sur le monde en termes d'ordre, en tout cas, et d'importance. L'histoire va guider cette préparation géographique. En plus, les lieux, et les PNJ qui les occupent, et les forces vives qui animent ces lieux, peuvent très bien changer en fonction des décisions des joueurs précédemment, donc je ne vois vraiment pas l'utilité, en général, de les construire avant. Maintenant, il y a un détail très important dans ce type de campagne. Ce n'est pas parce que la géographie, la spatialisation ou des zones n'ont pas été définies, détaillées de sorte qu'elles soient jouables, qu'elles n'existent pas et n'ont pas une influence sur ce qui se produit à la table, même si les joueurs ne sont pas en ces lieux. Je vous donne un exemple concret. Prenez dans mon univers la ville des Légia, qui est peuplée de diverses factions, et imaginez que les joueurs n'y soient pas, ils sont à un autre endroit. Mais que les factions des Légia, par leurs décisions et leurs actions, peuvent avoir une influence sur l'endroit où se trouvent les PJ. Eh bien, je n'aurais pas fait de préparation géographique pour les Légia avec des PNJ, parce qu'ils n'y sont pas, donc je n'ai pas besoin, et ils n'ont pas décidé d'y aller. Ça ne veut pas dire que je ne connais pas les factions, les intentions, les aspirations, et que donc Elegia n'existe pas dans l'univers et n'a pas d'influence. Simplement, je n'ai pas effectué la préparation géographique ou concrète du lieu pour qu'il soit jouable une fois qu'ils y sont. C'est une nuance extrêmement importante là-dessus. Ça veut bien dire que le monde peut vivre sans même qu'on ait préparé la géographie de telle ou telle zone. Je ne sais pas si je suis clair dans l'expression de cette nuance, mais ça me paraît être un élément essentiel qui montre que les campagnes narratives ouvertes peuvent avoir un monde vivant, même lorsqu'on n'a pas encore créé certains éléments. J'espère être assez clair là-dessus. Et ça me mène d'ailleurs au point suivant, un élément essentiel de mon type de campagne, narrative ouverte, personnelle et viscérale, que je retrouve assez peu comme concept, en tout cas il est rarement nommé, c'est la toile de fond. Et ça pour moi c'est beaucoup plus important et surtout beaucoup plus préparé en amont du début de la campagne que la préparation spatiale, géographique des lieux. La toile de fond. C'est probablement l'élément le plus important de mon type de campagne et qui incarne le mieux le fait que je donne priorité à l'histoire avec un grand H par rapport ou plutôt au vecteur d'histoire par rapport à tout le reste. La toile de fond, en gros, et j'en ai déjà parlé, je vais le faire de manière résumée, c'est qui a fait le coup, où, comment, pourquoi. Et ça s'applique à tout en réalité, c'est une manière un petit peu schématique de décrire les choses. Ce n'est pas non plus lié qu'à l'intrigue principale, comme certains pourraient le caricaturer. La toile de fond, c'est global, c'est, en gros, la toile de fond comprend les réponses à tous les éléments fondamentaux de l'histoire ou de ce qui pourrait être générateur d'histoire et qui pose question. C'est les réponses aux mystères ou aux vérités qui eux-mêmes constituent des propulseurs d'histoire, qui ont une influence sur ce qui peut se passer et sur ce qui peut embarquer les joueurs dans une histoire palpitante. C'est les réponses. C'est qui a fait assassiner le chambellan, pourquoi, qui a enlevé la sœur de tel personnage joueur, où est-elle, est-elle finalement complice de son propre enlèvement et le réel cerveau du complot et de l'assassinat du chambellan. Vous voyez, qui n'a pourtant rien à voir, ce chambellan et ce complot, avec l'histoire personnelle du PJ concerné, excepté que le fait que sa sœur soit impliquée. Vous voyez, tout ça, c'est des éléments de ce que j'appelle la toile de fond, et ça peut devenir très complexe, et c'est vraiment la toile de fond qui va être le générateur de toutes les histoires et de ce que le bac à sable pourrait appeler les points d'intérêt. Sauf qu'ils sont intrinsèquement liés à des vecteurs d'histoire, ils ne sont pas simplement des points d'intérêt épars qu'on n'a pas développés et qu'on développera seulement si les joueurs s'y intéressent. Vous voyez, c'est ça la nuance, ils sont fondamentaux dans le type de campagne que je mène, cette toile de fond et ces éléments, ces réponses à ces questionnements. Bien entendu, je ne prépare pas toute la toile de fond avant le début d'une campagne ouverte et narrative.
Je l'étofferai à mesure que la campagne se déroule au besoin. En revanche, je prépare vraiment le noyau de cette toile de fond, et le noyau, c'est quoi? Ce sont tous les éléments qui sont nécessaires et qui doivent être déjà compris par le maître du jeu pour justifier la situation initiale de la campagne. Tous les générateurs d'histoire, j'ai besoin de comprendre pourquoi ils sont là. Je déteste personnellement quand des maîtres du jeu mettent en scène des choses qui se passent sans encore savoir pourquoi ça se passe, parce que ça se sent très vite, et donc dans mes préparations, j'ai besoin d'une cohérence narrative, j'ai besoin de savoir pourquoi, et en plus une cohérence, le pourquoi, ça inspire après pour la suite, parce que vous savez pourquoi ils font ça, et donc les motivations, et ça permet d'improviser de nouvelles choses par la suite. Essayez de m'arrêter là-dessus, parce que le sujet de la toile de fond a tendance à me passionner, mais vous voyez, je vous en parle parce qu'il est l'un des éléments structurants des campagnes narratives ouvertes, personnelles et viscérales, telles que je les pratique. Alors, je vous entends, en tout cas pour certains, les propulseurs de l'histoire, ce sont les PJ. Eh bien non, pas dans les campagnes narratives ouvertes. Les PJ sont les moteurs de l'histoire, mais ils ne sont pas les propulseurs de la campagne narrative. Ça, c'est une grosse différence et je l'assume parfaitement, ce qui me mène justement au point suivant. Dans mes campagnes, les PJ sont au cœur d'une histoire, ils sont moteurs, et j'aborderai ensuite l'aspect propulsion de l'histoire, bien différent des PJ eux-mêmes. Il faut que je choisisse, les deux sont liés. Dans une campagne narrative, même ouverte, les personnages joueurs sont véritablement au cœur de l'histoire. C'est un élément fondamental, notamment de l'aspect personnel et viscéral de ces types de campagnes. Sans avoir besoin d'un historique de plusieurs pages, les joueurs doivent préparer quand même des personnages un minimum fouillés, notamment leurs aspirations profondes, et surtout leurs relations. Les personnages, les PNJ, qu'ils côtoient, qu'ils ont côtoyé, qui ont été importants dans leur vie. Pourquoi? Ça, c'est fondamental dans ce type de campagne. Le maître du jeu peut ainsi lier ses relations et ses aspirations, on connaît déjà, à la toile de fond que je viens de vous décrire. De manière directe, parfois avec des éléments de ce qu'on pourrait qualifier d'intrigue principale, eh bien vous allez avoir des éléments du passé ou de l'entourage des PJ qui vont être intrinsèquement liés à ça, et puis des fois de manière complètement indirecte. Tout à l'heure, on parlait d'un complot et d'un assassinat. Si un proche d'un PJ, disons, devient le bouc émissaire de ce complot, ça ne veut pas dire que le PJ est au cœur de l'histoire de ce complot, qu'il est lié sur tous les plans. Non, simplement, l'une de ses relations, de ses amis, son frère, sa sœur, que sais-je, son amant, a été choisi comme bouc émissaire d'un complot. Ça devient personnel, alors même que ce lien, cette connexion au complot, qui est un des éléments de l'intrigue principale, cette connexion est finalement indirecte. Il n'y a pas de lien fondamental au sein du complot, simplement le bouc émissaire est quelqu'un qu'ils connaissent. Il suffit de pas grand-chose pour que ça devienne personnel et viscéral, mais donc il est important d'avoir un personnage un minimum consistant en amont de la préparation de la campagne. Et ça, c'est une caractéristique très claire des campagnes narratives de ce type, même ouvertes, et une différence assez marquée avec le bac à sable pur, hein, l'extrémité bac à sable du spectre que je décrivais, où je trouve que le personnage principal est plus le monde lui-même que les personnages joueurs, qui y sont assez anecdotiques, parce que l'on considère que ce qui est important, ce n'est pas ce que sont les personnages au moment du début de la campagne ou ce qu'ils ont été avant, c'est ce qu'ils vont faire, c'est leur futur. Et moi je suis assez d'accord avec ça, c'est très important ce qu'ils vont faire, comment ils vont évoluer, ce que va être leur futur, mais contrairement à ce qu'on pourrait se dire, ce que certains disent dans les pratiquants du bac à sable, le fait d'avoir de la densité chez un personnage avant même de commencer l'histoire ne fera pas d'ombre à ce qu'ils vont faire et ce qu'ils vont devenir autour de la table. Ça va au contraire être une forme de tremplin. On va pouvoir partir d'une matière préexistante, les joueurs, pour mettre en perspective la manière dont le personnage évoluera par la suite. Ça va, je le dis toujours, hein, ça vaut aussi pour les créations de scénarios ou de campagnes, on est beaucoup plus inspiré, on crée beaucoup mieux à partir d'une matière existante qu'à partir d'une coquille vide, qu'à partir d'une page blanche. Là, si on a un personnage joueur qui est une coquille vide, sous prétexte que l'important, ça va être son futur, ça sera beaucoup plus difficile finalement de mettre en lumière de manière passionnante et narrative son futur que si on avait déjà une base à partir de laquelle construire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je mets au centre.
Et c'est pour ça que mes joueurs sont très impliqués dans la création de personnages, euh, de manière relativement étoffée, mais pas des pages d'historique, ça n'a aucune utilité. Et je vous invite pour plus de détails à voir ma vidéo sur la création de personnages dans des campagnes narratives, où je ne sais plus exactement comment je l'ai appelé, mais je vous mets le lien en description, bien entendu. Donc je le répète, hein, si vous devez retenir quelque chose de cet élément, c'est la densité initiale de vos personnages ne fera pas d'ombre à ce qu'ils pourront devenir, bien au contraire, ça va l'illuminer, ça permettra de mettre en exergue l'évolution en perspective par rapport à ce que vous aviez construit au préalable. Et en plus, ça aide le maître du jeu à créer du personnel et viscéral en connectant tout ça à la toile de fond de manière directe ou indirecte, je dirais même ou et de manière directe et indirecte. Ensuite, je vous avais promis d'aborder un autre élément, la propulsion de l'histoire de la campagne. Je vous l'ai dit, les joueurs sont les moteurs, ou plus exactement vont devenir les moteurs de l'histoire, car bien évidemment, comme dans un bac à sable, là je suis parfaitement d'accord, les joueurs doivent être les moteurs essentiels d'une histoire, elle doit évoluer en fonction de leurs décisions, de leurs choix pour impacter le monde, c'est fondamental, j'y tiens absolument, mais ils ne sont pas ceux qui propulsent la campagne, du moins pas au début, pas au lancement. Et ça, c'est une différence importante avec le bac à sable pur. Je ne dis pas que tout le monde pratique le bac à sable comme ça, hein. Je pars vraiment de l'extrémité bac à sable où je trouve, mais c'est assez fréquent quand même, dès le départ, il n'y a pas un lancement, il n'y a pas une propulsion de la campagne, on met tout de suite les joueurs dans un monde vaste qui se veut vivant, bien rempli, et on leur dit, bah voyez, choisissez tout de suite là où vous allez, et c'est ce qui mène souvent, moi je l'ai vécu, alors même que vous avez un monde qui semble tout de suite construit, on le voit, on le perçoit, eh bien, il n'y a pas un début en fanfare parce qu'on se regarde en chien de faïence, on ne sait pas trop quoi faire en tant que joueur parce que les personnages n'ont pas forcément d'intérêt viscéraux ou narratifs. Ils ne sont pas embarqués dans une histoire, justement, ils sont dans un monde, mais ils ne sont pas dans une histoire, et donc ils s'intéressent à quoi? Bon, là, on se retrouve en tant que joueur à essayer de voir ce qui nous intéresse, nous, et à essayer de faire le parallèle, trouver des raisons aux personnages pour lesquels ils s'intéressent. Il y a cette fameuse distance dont je parlais tout à l'heure, et c'est un peu lent au démarrage, ça donne pas d'élan, et moi ça me plaît moins. Donc, j'assume complètement le fait que dans mes campagnes narratives, même ouvertes, au départ, je vais propulser l'histoire. Si je devais faire utiliser une image, je dirais une navette spatiale, une fois qu'elle est lancée, elle peut permettre d'aller à peu près partout. Elle peut être très libre. La navette spatiale, c'est les personnages joueurs. Mais la navette spatiale, pour décoller, elle a quand même besoin de la fusée, des propulseurs. Et bien là, c'est le MJ qui va aider à propulser la campagne au départ pour jouer le rôle de la fusée dans les campagnes narratives. Parce que le début d'une campagne narrative personnelle et viscérale, pour moi, ça doit donner un élan, ça doit inspirer les joueurs. Enfin bref, je ne vais pas vous faire tout le truc, parce que je vais lister les éléments qui rendent cette propulsion importante. Donc moi, je lance mes campagnes sur une session, parfois deux, quand il y a besoin d'un peu plus de temps pour dérouler tout ça. Sur un mode vraiment narratif assumé, où effectivement ça sera moins ouvert que par la suite. Je l'assume tout de suite, la liberté, l'ouverture va arriver après. Ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y aura pas de choix à faire dans cette phase de propulsion. Il y a même des choix qui peuvent avoir des impacts très forts. Simplement, ça se fera sur un cadre plus réduit, plus simple, et pour plus de détails là-dessus, je vous invite d'ailleurs à voir, décidément, une autre de mes vidéos sur les scènes à cadre limité. Je vous mets aussi le lien en description, ça vous donnera un petit peu une idée de quoi je parle de plus en détail. Bref, ça commence comme ça, une propulsion de l'histoire, avec une forte influence du MJ qui va embarquer les joueurs dans une histoire. Ça va être d'une certaine manière la vague qui va permettre aux joueurs de surfer justement, et d'être libres en surfant cette vague, mais encore faut-il que la vague existe. Les raisons de l'existence de cette propulsion sont multiples. Alors, justement, je les ai listés pour m'en souvenir parce qu'il y a beaucoup d'avantages pour lesquels c'est important. Ça permet de poser une ambiance, une esthétique fondamentale dans les campagnes narratives, et ça permet aussi aux joueurs de se familiariser avec leurs personnages. Ça va aussi initier le premier mouvement. Je comparais l'histoire à un mouvement. Eh bien, la propulsion de l'histoire, c'est ce premier mouvement qui va amener les joueurs dans l'histoire. Et oui, ça vient avant le fait d'être dans un monde, à mon avis. Je pense que c'est fondamental que les joueurs soient dans une histoire dont ils seront les protagonistes. Et l'histoire doit, à mon avis, d'abord venir à eux
et ils vont réagir dans un premier temps à l'histoire avant d'être capables de devenir proactifs. Je vais développer ça dans un court instant. Ça va aussi les exposer à des premiers choix, tout aussi fondamentaux, donc avec des choix, des libertés, mais dans un cadre qui ne va pas les noyer au début pour qu'ils puissent se concentrer sur le plaisir de l'action et du début de la campagne, ce qui me mène au point suivant d'ailleurs. Ça permet de démarrer la campagne avec un rythme motivant qui va donner envie de poursuivre la campagne. C'est très important. Pour moi, la première session, c'est potentiellement la plus importante de votre campagne, d'où la nécessité d'une fusée, d'un propulseur. Ça permet aussi d'exposer en jeu les joueurs aux éléments personnels dont on parlait tout à l'heure, pour les rendre tangibles, de les mettre en scène pour qu'ils ne soient pas seulement des choses écrites sur une fiche de personnage ou sur un OneNote. Et d'ailleurs, pour un peu plus d'exemples là-dessus, je vous invite à voir ma vidéo dédiée aux flashbacks, parce que les flashbacks sont très utiles dans cette phase de propulsion en première session, voire même en deuxième session de campagne. Quelque chose donc, finalement, je l'assume, de plus scénarisé que la suite de la campagne. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, ça crée donc une vague qui va permettre aux joueurs de la surfer. Pour surfer et être libre sur la vague, encore faut-il que la vague existe. Et puis, ça va aussi permettre de donner des objectifs clairs aux joueurs, qui vont servir de point de départ. Et ça manque cruellement dans les purs bacs à sable, parce qu'on se dit toujours, c'est aux joueurs de choisir leurs objectifs. Oui, mais je trouve qu'au début, quand ils sont plongés dans un monde, c'est très dur de se choisir des objectifs, ils savent pas trop quoi faire, ils vont essayer de raisonner, ils vont pas le faire de manière viscérale, ils vont cogiter, ils vont se dire qu'est-ce qui serait un objectif intéressant, qu'est-ce qui m'intéresse. Ça, pour moi, ça va à l'encontre du personnel et viscéral. Donc il est bon, à mon avis, de donner des objectifs clairs, qui vont faire qu'on tergiverse pas au début, ça va être assez clair. Pour suivre ça, c'est une première direction, et vous verrez après, je vais vous parler d'un autre élément fondamental de ce type de campagne, les choses vont s'ouvrir et bien évidemment, ils ne seront plus limités à cet objectif initial qui ne sera finalement qu'un propulseur, comme je le disais. Donc voilà, certains, je vous l'ai dit, arguent que les joueurs doivent propulser leur histoire, se fixer eux-mêmes les objectifs, mais je trouve que parfois, lorsqu'on veut faire ça trop tôt, et bien finalement, on perd les joueurs, on perd le rythme et on ne lance pas la campagne, on ne lance pas un mouvement, on ne lance pas une histoire, et là on arrive dans un monde simplement qui n'est pas aussi vivant que l'on aimerait, parce que, je vous ramène à ce que je disais tout à l'heure, un monde n'est jamais aussi vivant que grâce aux histoires qui le parcourent. Bien entendu, tout ça n'est qu'une propulsion initiale, et les choses vont s'ouvrir, et ça me mène à un autre, au prochain élément très important, structurant, fondamental même, des campagnes dites narratives, ouvertes et personnelles et viscérales, c'est l'ouverture progressive du cadre à partir de cette propulsion. Je vous donne une autre image, le Big Bang. Décidément, j'aime bien le céleste. Le Big Bang, c'est un gros bang au départ de la création de l'univers qui part d'un rien, qui part d'un cadre extrêmement resserré, qui explose, avant ça détonne, ça pète dans tous les sens, et ensuite l'univers est en perpétuelle expansion. Alors, vous allez voir que la campagne, elle, ne sera pas en perpétuelle expansion, mais je ne vous spoil pas, je vais en parler après. Mais au départ, en tout cas, il va y avoir une expansion. Donc c'est pas parce que ça part d'un cadre réduit au départ, que ça explose là, que ça ne s'ouvre pas ensuite. Et c'est ce que j'essaie de faire dans ces campagnes, par une ouverture progressive du cadre. Il faut offrir de la liberté aux joueurs, comme dans le bac à sable. Ça, je vous l'ai dit, c'est fondamental pour moi. C'est bien. Mais offrir de la liberté, ça implique d'avoir beaucoup de choses à faire pour être libre. Sinon, il n'y a pas de liberté s'il n'y a rien à faire. Et donc, d'avoir plein d'enjeux différents, plein d'éléments avec lesquels jongler. Et si on balance tout ça dès le début, finalement, c'est le meilleur moyen pour que les joueurs soient non seulement noyés, mais qu'ils n'aient pas eu le temps de développer un intérêt réel, viscéral, envers ces enjeux, autrement qu'un intérêt ludique de joueur de tiens, ça a l'air cool. Vous voyez, moi ça c'est pas le genre, ça a l'air cool, c'est vraiment pas trop ce que je recherche dans du personnel et viscéral. Donc il faut le temps de les exposer à des éléments et de leur donner des raisons de s'intéresser à tout cela. Et s'ils s'intéressent à tout de manière viscérale, va falloir choisir, ça sera encore plus difficile, mais il y aura vraiment un ressenti, un attachement à ces choix et à cette liberté réelle. Je vous invite d'ailleurs à voir, encore une fois pour plus de détails, décidément il y a beaucoup de vidéos que je cite, c'est presque une publicité en fait cette vidéo, je m'en rends compte. Ma vidéo que j'ai appelée vidéo sur les bacs à sable, je vais vous mettre le lien en description, mais en fait ça détaille surtout un type de campagne, la campagne en diamant.
et je donne un exemple d'une de mes campagnes qui se déroulait comme ça en ouverture progressive, puis ensuite en fermeture progressive, élément dont je vais parler dans quelques instants. Donc là encore, l'histoire, c'est le moteur, ou l'un des moteurs avec les PJ, je ne les oublie pas, qui va permettre d'élargir le cadre pour lui donner son importance. C'est par l'histoire que ce cadre va s'élargir parce qu'on va faire émerger ici et là les éléments qui vont constituer ce cadre, l'étoffer, mais on les fait apparaître, ces éléments, de manière interactive. Donc au début, oui, on accompagne les joueurs là-dedans, sans forcément les diriger dans un seul axe, puisqu'on va faire apparaître petit à petit différents axes qu'ils vont choisir, et ça va commencer ainsi à s'étendre, tel l'univers en perpétuelle extension. Quel comparatif, décidément. Lorsque le cadre sera complètement ouvert, et ça c'est le MJ qui doit être seul juge, car à un moment il faut savoir arrêter l'expansion, parce que sinon on aura beaucoup trop de rab, et je trouve que c'est pas très propre dans une histoire. Certains n'ont aucun problème avec ça, ou en tout cas disent qu'ils n'ont pas de problème, et ils n'ont pas de souci à avoir un cadre extrêmement large, puis finalement à fermer quelques arcs narratifs, puis il y aura plein de trucs qui vont rester comme ça éparses. Moi je trouve que c'est pas très propre. Donc il faut savoir quand l'arrêter pour pas qu'il y en ait trop, parce qu'au final on peut toujours noyer les joueurs même après de nombreuses sessions de campagne. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir jouir complètement de cette liberté totale, ce qui ne veut pas dire qu'on aura attendu l'ouverture complète du cadre pour être libre. La liberté va commencer dès l'ouverture progressive, dès même le Big Bang et la propulsion. Simplement, on les prépare et de plus en plus, on leur donne les compétences pour être de plus en plus libres, finalement. Et là, on peut complètement en jouir. Et donc, ils auront été familiarisés avec ce cadre de manière progressive et donc seront beaucoup plus aptes à en profiter que si on les avait balancés dedans directement, sans attachement viscéral et sans progression ou sans acquisition douce de la compétence et de leur capacité à interagir dans ce vaste cadre, dans ce vaste monde vivant que le bac à sable propose, à raison notamment. Autre élément sur lequel je vais aller assez vite parce que c'est assez classique quand même, si on veut faire une campagne narrative ouverte, il faut éviter la planification chronologique. Justement, je vais un peu contre la caricature des campagnes narratives, je ne planifie pas mes campagnes de manière chronologique, sauf peut-être justement pour l'aspect propulsion sur une session, voire deux. Après, ce sont vraiment les décisions des joueurs, si vous les avez exposées à suffisamment d'axes différents au début, des embranchements qui vont se créer, de plus en plus d'ailleurs, et là il faut suivre vraiment les décisions des joueurs et préparer en conséquence, comme je vous le disais tout à l'heure pour la préparation géographique, des lieux, des zones en fonction de où ils ont décidé d'aller, plutôt que de le faire par chapitre en se disant là ils vont commencer par là, ensuite ça sera ici. Là évidemment il faut éviter la planification chronologique sur trop de temps, sinon ce n'est plus une campagne ouverte. Et là, donc, il faut vraiment s'inspirer de ce qui se fait dans le bac à sable pour le coup. Autre élément important, ingrédient même important des campagnes narratives ouvertes, c'est les tremplins narratifs. Beaucoup de maîtres du jeu adeptes de bac à sable se retiennent de faire, ou en tout cas disent qu'ils se retiennent, parce que dans la pratique, ils ne se retiennent pas tant que ça en réalité, je pense, ce qui n'est pas une critique d'ailleurs, au contraire, de faire intervenir des événements, de peur d'influencer les joueurs en faisant intervenir des événements. Si je fais ça, là ils vont avoir un attachement à ça viscéral, donc forcément ils vont s'y intéresser, donc en fait je leur enlève leur choix parce que c'est logique qu'ils s'y intéressent. Je trouve que là c'est vraiment se mettre des barrières qui vont tuer le narratif, qui vont tuer la cohérence de l'histoire. Moi je fais beaucoup usage de l'injection d'éléments narratifs. Après tout, pour qu'un monde soit vivant et cohérent, il faut que ce monde soit influençable par d'autres personnes ou d'autres éléments que les PJ eux-mêmes. Ça n'a aucune cohérence que seuls les PJ soient capables d'influencer les événements. Eux-mêmes peuvent être influencés par ce qui se produit. Donc, il ne faut pas hésiter à injecter ponctuellement des éléments narratifs pour influencer et apporter sa patte en tant que maître du jeu. Il ne faut pas le faire non plus trop souvent, parce que sinon, effectivement, on étouffe les joueurs avec le narratif du MJ et ils ne peuvent plus être proactifs et être des moteurs de l'histoire. Donc ça, clairement, il faut le faire avec parcimonie, mais il faut le faire quand même. Certains appellent ça des horloges, on le voit beaucoup dans les PBTA. C'est, bon, du moment que c'est fait, tant mieux. Je suis pas un fan à 100% du terme, c'est pas pour être pointilleux, mais c'est parce que souvent les horloges sont placées
de sorte où on va créer les horloges et on va dire voilà ce qui va se passer de manière chronologique si les joueurs ne font rien. Et en fait, d'une certaine manière, vous tombez dans de la planification, ce que vous-même vous critiquez quand vous opposez votre pratique à ce que font les campagnes narratives. C'est une forme de planification. Je préfère, moi, partir du principe qu'il y a une cohérence de la narration, un impact, ne pas prévoir forcément un ordre des choses, mais injecter des éléments narratifs, des événements, des choses comme ça, parce que, c'est cohérent avec l'histoire, parce que potentiellement ça survient suite à des actions des PJ, bien entendu, mais aussi parce que je trouve que narrativement c'est le moment parfait pour le faire. Je ne comprends pas le fait de se dire on va le mettre au hasard, parce que c'est mieux si c'est au hasard, ça fera plus organique. Non, si le hasard parfois va faire tomber les choses très mal et narrativement ça tombera à plat et ça sera pourri et ça va casser une partie du personnel et viscéral. Je trouve que parfois on se dit tiens là non seulement ça serait cohérent, mais en plus c'est le bon moment narratif, c'est parfait parce que ça, tout se regroupe au bon moment, c'est excellent, on le fait, ne vous retenez pas. Moi j'appelle ça un tremplin narratif parce que ça ressemble un peu aux propulseurs de début de campagne dont j'ai parlé tout à l'heure. Sauf que ce sont des mini-propulseurs qu'on fait intervenir parfois dans la campagne, parce que la liberté c'est bien, la liberté de joueur c'est excellent, mais parfois, si on leur laisse jouir de la liberté sans nous-mêmes en tant que MJ intervenir, on se rend compte que ça rame et que la narration tombe et ça sert personne en fait, ça va desservir tout le monde. Donc parfois il faut donner un coup de pied dans la fourmilière pour redonner un petit boost. C'est un peu comme quand vous avez votre enfant sur la balançoire, vous le poussez, vous le laissez un petit peu avec l'élan et en profiter, puis à un moment ça ralentit. Ça peut être bon de leur pousser un petit coup pour faire repartir pour un tour. C'est un peu le même principe ici. Dans les campagnes narratives ouvertes, j'en fais usage avec parcimonie, donc voilà l'un des éléments structurants. Il faut aussi savoir, ça va être l'un des derniers éléments, peut-être l'avant-dernier dont je vais vous parler, amener vers une fin. Et ça, c'est aussi une différence fondamentale, je trouve, avec le bac à sable ou le monde complètement ouvert, où on se rend compte que on attend que la fin arrive et on ne l'a pas préparé. Dans une campagne narrative, certes ouverte, il y a quand même l'élément narratif, plus personnel et viscéral. Il est bon, en tant que maître du jeu, de détecter quand on peut considérer qu'on va resserrer le cadre. Donc l'inverse du Big Bang, le monde qui était en perpétuelle expansion va commencer justement à revenir à son état initial, en fonction bien sûr de ce qu'ont fait les joueurs, de leurs décisions, de là où en sont les choses parce qu'ils l'ont mené. Il ne s'agit en aucun cas de préparer, de prévoir une histoire au moment de la préparation de la campagne. Pas du tout. Vous pouvez avoir une vision, j'en ai déjà parlé. D'ailleurs, pardonnez-moi, mais je vous invite à voir ma vidéo sur savoir finir sa campagne ou finir sa campagne. Je vous mets le lien en description parce que là, je vais vraiment aller dans le détail sur comment le faire. Mais au bout d'un moment, il faut savoir que les choses sont à un point où là, on peut commencer à travailler et aller vers une fin qui va constituer un bouquet final. Et il ne s'agit pas de diriger les joueurs, il s'agit de se laisser diriger par les joueurs et d'aller vers ce qu'ils ont mis en marche et simplement de faire suivre logiquement tout ce qu'ils ont mis en place pour les amener vers une fin un petit peu plus resserrée parce qu'elle ne sera que narrativement plus intense, plutôt que d'avoir des trucs un peu éparses au hasard et que la fin elle arrive comme ça sur un cheveu sur la soupe. Ça c'est vraiment un élément qui pour moi est important. Une fin ça se prépare, mais ça se prépare quand on détecte qu'elle peut commencer à arriver. Et ça peut se passer beaucoup de sessions avant la fin. Ça m'est arrivé de commencer à voir la fin peut-être 8 sessions avant cette fin. Donc c'est pas le fait de prendre les choses en main et de tout diriger d'un coup, c'est de le faire subtilement et on permet aux joueurs de terminer des arcs narratifs ou des choses qu'ils ont déclenchées eux-mêmes. Et petit à petit, on va resserrer ça vers ce qui constituera le bouquet final. Encore une fois, le but n'est pas de tout vous détailler ici, j'ai une vidéo qui en parle, n'hésitez pas à aller la voir. Enfin, un dernier élément pour finir, vraiment en bonus, il faut combattre la linéarité dans une campagne narrative ouverte. Donc, il faut, comme pour un bac à sable, ne pas être linéaire, mais c'est vrai que l'aspect narratif peut parfois vous faire vous tirer une balle dans le pied, je le reconnais, et avoir une tendance à aller vers la linéarité. J'ai une petite astuce dans certains cas pour faire un petit peu la boucle du premier élément que j'avais donné sur la préparation géographique. Il faut éviter que les joueurs ne visitent les différents lieux, les différentes zones que vous avez préparées
qu'une seule fois. Parce que s'ils font ça, vous aurez l'impression d'être sur un fil et d'être sur un truc linéaire. Il faut toujours faire en sorte de préparer, de créer des raisons narratives, des enjeux qui font que organiquement les joueurs auront des intérêts à revenir sur des lieux qu'ils ont déjà visités. Le fait de revenir, les retours à des endroits, on va là, puis on y revient, puis ensuite on repart là-bas, ça crée une sensation de non-linéarité qui est salutaire quand on veut faire une campagne narrative ouverte. C'est simple à faire dans le bac à sable, de par sa nature. Quand vous injectez des éléments narratifs, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est une astuce, c'est pas l'élément le plus fondamental, mais j'avais quand même envie d'en parler. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question, j'espère que ça a été clair. Pour résumer, une campagne narrative ouverte, personnelle et viscérale, c'est une campagne qui, comme le bac à sable, a à cœur d'immerger les joueurs dans un monde vivant sur lequel ils vont pouvoir avoir un impact très fort en jouissant d'une importante liberté. Mais qui prend aussi en compte, ce type de campagne, le fait que les meilleures histoires respectent certaines règles narratives, comme le fait que les débuts propulsent l'histoire, des fins qui sont bien amenées et des tremplins narratifs qui interviennent de manière ponctuelle pour redonner de la vitesse à l'histoire, tandis qu'elle se déroule d'ailleurs. Le maître du jeu joue donc un rôle de facilitateur de la narration dans ces types de campagnes, dont la présence du maître du jeu est plus ou moins forte en fonction du moment de l'histoire. La présence sera très forte au début au niveau des propulseurs, modérément forte à la fin parce qu'il va accompagner les joueurs vers la direction qu'ils ont choisie, et puis ponctuellement au milieu en fonction des besoins. C'est très changeant. Et bien sûr, il est crucial que les personnages joueurs soient le cœur de l'histoire, qu'ils en soient les protagonistes. Ça, c'est complètement assumé. Ils évoluent certes, ces personnages, dans un monde vivant, mais le monde n'est pas le personnage principal. Même s'il peut parfois ressembler à un personnage, hein, j'en ai déjà parlé, comme Paris ou Notre-Dame dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, hein, mais il n'est quand même que le cadre de l'histoire qui va se dérouler et dont les personnages, eux, sont les protagonistes. Les protagonistes dont il est important qu'ils soient constitués d'une certaine densité, dont certains éléments peuvent être connectés à la fameuse toile de fond. Voilà, c'était une vidéo pour moi importante, j'avais envie de vous brosser un portrait du type de campagne que je mène. Je ne suis pas rentré dans tous les détails, hein, comme j'ai dit, il y a certaines vidéos qui existent déjà. Peut-être que j'en créerai d'autres pour aborder des éléments dans le détail que je n'ai pas abordé dans d'autres vidéos ici. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura inspiré surtout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous bien sûr à la chaîne, rejoignez le Discord, lien en description comme toutes les vidéos. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur ma chaîne d'Actuel Play, les stats, contes et légendes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bien sûr. Merci à tous.